Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire du petit Émile. Pour ce podcast inédit, je vous propose un numéro exceptionnel. Une enquête minutieuse sur l'affaire qui bouleverse la France depuis le début de l'été 2023. La disparition du petit Émile, 2 ans et demi, dans un hameau tranquille des Alpes de Haute-Provence. Accident, enlèvement, homicide, ou plus inattendu encore, le garçonnet aurait-il pu être la proie d'un animal sauvage? La réponse dans ce podcast de Chroniques criminelles. Une ultime opération de ratissage a été conduite ce matin pour tenter de retrouver le petit Émile. Ce petit garçon a 2 ans et demi. Il vit dans les Alpes de Haute-Provence, sur la commune du Vernet. Ce sont désormais 2 juges d'instruction qui planchent sur le dossier de la disparition du petit Émile. Ça fera bientôt 2 mois que le petit Émile a disparu et ses parents ont pris la parole pour la première fois dans la presse. Ils disent espérer un miracle. « 8 juillet 2023, premier jour des vacances scolaires. Nous sommes en fin d'après-midi au Vernet, une petite commune des Alpes de Haute-Provence. Soudain, le téléphone sonne à la gendarmerie. C'est le début de l'été et à 18h12, la gendarmerie locale reçoit un coup de fil. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Un coup de fil affolé d'une dame d'un certain âge qui est la grand-mère d'un petit garçon qui s'appelle Émile et qui a disparu environ 1 heure auparavant dans le village du Haut-Vernet. Il était à la sieste et on s'est après levé la sieste. Général François Daoust, directeur du centre de recherche de la gendarmerie. Il est parti et on ne sait pas trop où il est. Elle explique aux gendarmes que ça fait à peu près 1 heure qu'elle cherche son petit-fils donc dans les alentours de leur maison, avec des membres de sa famille et des voisins. Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective. Que personne n'arrive à le trouver, donc elle est très inquiète. Et les gendarmes prennent la situation immédiatement au sérieux parce qu'ils savent qu'à 2 ans et demi, un enfant, ça s'évapore pas. Aussitôt, une patrouille de gendarmerie arrive sur place. Anne, la grand-mère, et Philippe, le grand-père d'Émile, sont paniqués. Et c'est tout le hameau qui est en ébullition. Une quinzaine d'habitants et le maire du village fouillent les alentours. Très rapidement, il y a une équipe de gendarmes qui est sur place, qui prend attache avec la famille et qui commence un peu à reconnaître la topographie des lieux. On a d'entrée une vingtaine de gendarmes sur place qui se met à chercher. On écoute ce que les grands-parents disent, comment ils décrivent, à quelle heure il s'est levé, est-ce qu'il a été vu. Ils expliquent avoir récupéré Émile la veille au soir à la Bouilladis, dans les environs de Marseille, chez les parents du petit garçon. Ils ont ensuite pris la route, direction le Vernet, pour leur résidence secondaire. Mais ce samedi, alors qu'ils venaient de se réveiller de la sieste, Émile se volatilise. Sur le coup de 17h, toute la famille s'apprête à aller faire une excursion pour aller installer des clôtures sur un terrain où cette famille possède des chevaux, en fait. Et c'est au moment où il chargeait la voiture que le petit a échappé à la vigilance de son grand-père et a disparu. Tout de suite, en fait, on l'appelle et on se demande où est-ce qu'il est passé, parce qu'il a pu, en 1 seconde, échapper à la surveillance des adultes. Il faut savoir qu'un enfant de 2 ans et demi, contrairement à ce que instinctivement on pourrait se dire « Oh, il a de petites jambes, il ira pas très loin », ça marche beaucoup, c'est très résistant, eh bien, ça part d'une manière vraiment rapide. Donc, il faut aller très vite. Qu'est-il arrivé au petit Émile ?
C'est la question que la France entière se pose depuis ce 8 juillet 2023. Le garçonnet à la bouille d'ange a disparu sans laisser la moindre trace. Et cette disparition mystérieuse, c'est le début d'une affaire hors norme, d'un insoutenable mystère qui fait la une de la presse depuis le début de l'été. Et partons sans attendre dans les Alpes de Haute-Provence où des dizaines de gendarmes et de volontaires sont toujours à la recherche d'Émile. Alors, quelles sont les différentes pistes suivies par les gendarmes ? Et à quelles difficultés sont-ils confrontés ? Le Haut-Vernay, c'est un hameau qui est à 1200 mètres d'altitude, donc on est dans les montagnes. Les chemins sont assez escarpés. Je reconnais qu'il y a une falaise qui est à côté, que peut-être le gamin a pu glisser. Nous avons repris le fil de l'enquête depuis les premières heures de la disparition jusqu'aux toutes dernières recherches. Accident, kidnapping, vengeance. Nous verrons comment les gendarmes ont exploré tous les scénarios. La piste des représailles, l'enlèvement, l'accident, le drame intrafamilial, tout ça, évidemment, alimente la machine à fantasmes. Jusqu'au plus inattendu. Et certains évoquent la possibilité qu'un prédateur, qu'un loup, qu'un rapace ait attaqué Émile. Avec en toile de fond, une famille longtemps murée dans le silence. C'est une famille qui est quand même très repliée sur elle-même. Et là, curieusement, cette famille va publier sur les réseaux sociaux des messages un petit peu surprenants. Le village du Vernay est gelé comme une scène de crime. La zone a été bouclée et interdite d'accès à toute personne étrangère au hameau. Nous avons interviewé les journalistes qui étaient sur place. Moi, j'ai décidé d'aller plutôt du côté de la Bouilladise, donc sur le lieu où habitait la famille. Tout est fermé à ce moment-là. Le village est complètement bouclé. On ne peut plus s'approcher de la maison. Il y a des barrages de gendarmes partout. Un ancien général expert dans les méthodes de la gendarmerie. Ce sont à la fois des moyens aériens, 2 hélicoptères, des drones. Mais aussi le seul journaliste ayant à ce jour rencontré la famille du petit Émile. Alors, dans ma vie de journaliste, là, c'est une affaire évidemment exceptionnelle. Et ce qui m'a aussi beaucoup frappé et ému, c'est de voir cette famille qui reste soudée et unie dans un tel drame. Tous nous aideront à tenter de percer le mystère du Haut-Vernay. Samedi 8 juillet, 18h30. Avec la nuit qui approche, c'est tout le village qui s'active. Première piste, Émile perdu en montagne. C'est l'hypothèse privilégiée, car le Vernay est niché à 1200 mètres d'altitude, à flanc de coteau. Et il y a une particularité, c'est une commune coupée en deux, avec au Haut-Vernay un relief dangereux. C'est un village un peu en 2 parties. Il y a le Vernay et le Haut-Vernay. Le Vernay, c'est un village à peu près, je dirais, de taille classique, mais le Haut-Vernay, c'est véritablement un hameau qui est perché au-dessus du village du Vernay, où la route s'arrête. Ce qui fait que quand on descend vers le Vernay, on est dans un secteur où il n'y a pas trop de danger. Ce sont des prés, des prairies dont l'herbe est plutôt courte d'ailleurs. Par contre, quand on remonte de l'autre côté, donc du Vernay, en montant vers le col, là, on a des secteurs qui sont en flanc de falaise, où là, on peut imaginer une chute dangereuse. Seul, sans eau ni nourriture, les chances de survie du petit garçon sont minces. D'autant qu'il a pu s'échapper des 2 côtés du village, ce qui complique les recherches. Mais l'urgence pour les gendarmes, c'est à quelques heures après la disparition, si on ne trouve pas l'enfant, on peut s'inquiéter. Tous les gendarmes du secteur en fait, se mettent en branle. Et puis le dispositif a gonflé au fur et à mesure de la soirée. Tout le village se mobilise. Virginie Selvetti, journaliste. Il y a un élan de solidarité gigantesque pour rechercher Émile. Ses parents, Marie et Colomban, viennent eux aussi d'arriver en urgence. Et ils participent au battu avec le reste de la famille. Ils hurlent son nom. En vain. Les heures passent. Et toujours aucune trace du petit garçon. Les maisons, les voitures sont fouillées. Rien n'est laissé au hasard. Et toujours aucun indice. Alors l'inquiétude monte d'un cran.
plus on va vers la nuit, plus on va vers l'obscurité, plus l'angoisse grandit. Et ce qui est terrible, c'est qu'à 3h40, les recherches s'arrêtent. Donc on imagine la détresse de la famille qui pense à ce petit garçon perdu, qui peut être prostré dans un coin, qui peut être blessé. C'est le premier jour des vacances, on vient d'arriver, on s'installe, on dit bonjour aux voisins qu'on n'a pas vus depuis un an, on prend possession de la maison. On passe d'un moment de joie au pire des drames, la disparition d'un enfant. Avec la nuit, les pires scénarios hantent tous les esprits. Les prochaines heures vont être déterminantes. Le lendemain matin, dès 6 heures, tous les moyens sont mis en œuvre. Appel à témoins, secouristes, unités d'élite de gendarmerie, et les journalistes s'emparent de l'affaire. Dimanche 9 juillet, les médias annoncent la terrible nouvelle. Le petit Émile, un enfant de 2 ans et demi, a disparu depuis hier après-midi alors qu'il jouait dans le jardin de ses grands-parents. Nous évoquons cette toute dernière information que vous pouvez découvrir en bas de votre écran, cette disparition inquiétante d'Émile. Ce petit garçon de 2 ans et demi a échappé à la vigilance de ses grands-parents. Hier après-midi, la famille passait ses vacances dans la commune du Vernet. Maureen Bajac, spécialiste police-justice au journal de TF1, se met aussitôt sur l'affaire. Comme tous les Français, elle est émue par ce qui vient d'arriver. Le dimanche 9 juillet, la France se réveille avec ce visage, avec ce prénom, Émile, ses petits yeux, ce blondinet. Maureen Bajac, journaliste police-justice à TF1. Il a une petite fleur au coin de l'oreille et cette bouille, elle va marquer tous les Français. En fait, déposer son petit garçon chez ses grands-parents, le temps des vacances, ça parle à tout le monde. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Ça pourrait être notre fils, notre neveu, notre petit-fils, et donc ça touche toute la population d'un seul coup, cette histoire. En ce premier jour des vacances, la France entière est bouleversée et suit minute par minute les avancées de l'enquête. J'arrive dans le village du Vernet avec mon équipe avec qui je travaille. On arrive au cœur de ce village où il y a beaucoup de monde, tous les habitants, mais des gens qui sont venus de partout dans la région pour essayer de trouver ce petit Émile. Il y a vraiment une effervescence, un espoir. Il y a beaucoup de gens qui grenouillent, qui sont avec leurs chaussures de randonnée. Je pense à la famille et ça doit être très difficile pour eux, donc on est là. Même sans avoir d'enfants, je crois qu'on peut que compatir à leur douleur et leur angoisse. Pourquoi c'était important pour vous de venir aujourd'hui? Parce que je suis grand-père. Et donc un petit enfant, c'est sacré. Des gens viennent des 4 coins de la France. Ils organisent des battues, draguent les rivières, les ruisseaux, vont dans les forêts, à la recherche du moindre indice qui pourrait les mettre sur la trace de ce petit garçon. Les gendarmes interrogent tous les proches en quête du moindre indice, à commencer par les grands-parents. Ils sont à la tête d'une famille nombreuse, 10 enfants, dont plusieurs encore très jeunes. Ils expliquent que le matin même de sa disparition, le petit garçon a joué avec ses oncles et tantes dans un pré, sur les hauteurs du hameau. Chaque enfant de la famille a construit sa cabane et il y a véritablement un village de cabanes que chacun a fabriqué avec des rondins de bois. Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective. Émile a passé cette matinée à jouer là-bas et quand midi arrive et que sa grand-mère lui dit qu'il faut venir manger, il n'a pas envie de rentrer. Il disait à ses grands-parents je veux retourner à la cabane, je veux retourner à la cabane. Ils ont eu du mal à lui faire sa sieste. Et lorsqu'il s'est réveillé à 17h, il n'avait que ce mot à la bouche. À partir du moment où on a un enfant de 2 ans et demi qui a une idée en tête, et en l'occurrence c'est la cabane. Général François Daoust, directeur du centre de recherche de la gendarmerie. Le quadrillage qui va être fait va bien sûr inclure la cabane, en poussant même un petit peu plus loin dans les bois parce qu'il y a beaucoup de bois derrière. Il est très facile pour un enfant de cette taille-là, Émile fait 90 cm de haut, de se perdre. Sur le terrain, les gendarmes couvrent une zone de 5 km à la ronde avec des moyens techniques sans précédent.
Quand on dit passer un endroit au peigne fin, pour le coup, c'est vraiment un euphémisme concernant les opérations qui sont menées sur le périmètre de ce petit village. Il y a des centaines de gendarmes qui viennent et on cherche partout. Ce sont à la fois des moyens aériens, 2 hélicoptères, des drones et des hélicoptères avec caméra thermique. Je vous rappelle, nous sommes dans l'urgence et on veut retrouver un petit garçon qui est perdu dans la nature. Donc à un moment, on va se retrouver avec plus de 800 personnes sur le terrain. 800 personnes, c'est énorme. Mais après 48 heures de recherches intensives, Rémi Avon, le procureur de Digne-les-Bains en charge de l'affaire, prend la parole face aux médias. Mesdames et messieurs, bonjour. À l'heure où je vous parle, le petit Émile n'a pas été retrouvé. Rémi Avon, procureur de la République de Digne-les-Bains. L'enquête judiciaire s'est poursuivie aujourd'hui, comme au cours des 2 jours précédents. À l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucun indice, d'aucune information, d'aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition. Cette conférence de presse, elle est très difficile parce que nous, on demande des comptes, nous, on demande ce qui est fait. On a l'impression, et le procureur nous dit, tout est fait, regardez tout ce qu'on a fait. C'est vraiment impressionnant. Et pourtant, on n'a toujours aucune piste, toujours aucune réponse. Vu l'ampleur des recherches, l'hypothèse selon laquelle Émile s'est perdu paraît de moins en moins plausible. Il aurait dû être retrouvé. Pour les proches, la douleur est immense. Pourtant, depuis le début, la famille est restée muette. Pas de son, pas d'image. Alors qui sont-ils ? Les gendarmes s'intéressent à leur environnement, car leur silence intrigue. Deuxième piste, la famille se retrouve maintenant au cœur de l'enquête. Dans ce genre d'affaires, on a l'habitude que la famille s'adresse aux médias. Là, pas du tout. C'est une famille qui est très réservée, qui ne va pas du tout communiquer. Plutôt que de lancer un appel à témoins comme c'est souvent l'usage, la mère d'Émile publie un seul message. C'est un appel à la prière qui peut paraître étonnant. Veuillez prier la vénérable sœur Benoîte Rancurel, mystique des apparitions du lot. Le diable l'emmenait régulièrement dans la montagne pour la persécuter et les anges la ramenaient. Et donc ce message un petit peu hors sol a surpris tout le monde et évidemment a surpris les gendarmes. Et suite à ça, ils se sont intéressés à cette famille qui pose des messages un petit peu curieux comme ça. Donc évidemment, les enquêteurs vont gratouiller autour de ses parents, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, qui étaient là, quel est leur cercle, est-ce qu'ils ont des personnes qui peuvent leur en vouloir, quel est leur travail, quelle est leur affiliation politique, et tout ce qui peut donner des pistes sur ce qui a pu se passer. Il a pu aussi se passer quelque chose au sein de cette famille, on n'en sait rien, et c'est une des hypothèses qui doivent être étudiées par les gendarmes. Mathieu Fourquet, journaliste pour Le Nouveau Détective, est justement allé sur place, avec l'intention d'enquêter sur les habitudes et l'environnement de cette famille. Serait-il possible qu'il existe un lien entre leur mode de vie et la disparition d'Émile ? C'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer réellement à travailler sur le terrain. Moi, j'ai décidé d'aller plutôt du côté de la Bouilladise, donc sur le lieu où habitait la famille, pour justement savoir qui étaient ces personnes et travailler plutôt sur leur portrait plutôt que sur les recherches. Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective. C'est une famille qui est décrite comme assez renfermée. Certains ont utilisé le mot sectaire, mais moi, j'aime pas tellement cette expression-là parce que chacun a le droit de vivre selon ses principes. N'empêche qu'ils vivent entre eux. Les enfants ne vont pas à l'école, ils font l'école à la maison. Au Vernet comme à la Bouilladis, le clan est réputé pour vivre quasi en vase clos, un peu en dehors du système. Le grand-père est bien connu dans le village. Il est ostéopathe. Et sa femme, mère au foyer. Colomban, le père d'Émile, est ingénieur. Et Marie, la maman, reste elle aussi à la maison. Leur ciment, c'est la religion.
elle tient une place centrale dans la famille. Et donc, on va se demander si cette famille qui vivait un petit peu à l'écart du monde n'aurait pas quelque chose à cacher, et si la clé du mystère de la disparition du petit garçon serait pas à trouver au sein même de cette famille. Moi, j'ai pu interroger les voisins les plus proches de la famille d'Émile à la Bouilladis. Ils m'ont parlé d'une famille très religieuse. Certains disent traditionnalistes, d'autres vont jusqu'à dire intégristes, c'est-à-dire qu'ils ne vont presque pas à la paroisse de leur commune, ils préfèrent aller à l'église Saint-Charles à Marseille ou alors dans des chapelles un peu moins connues d'Aix-en-Provence où les messes sont dites en latin. Ce que les enquêteurs vont découvrir de cette famille... Maureen Bajac, journaliste police-justice à TF1. C'est que c'est une famille qui est quand même très repliée sur elle-même. C'est vraiment une atmosphère de communauté. Dans le cadre d'une disparition inquiétante, il n'est pas rare que la famille se retrouve au centre des investigations. Les gendarmes veulent notamment vérifier la version des grands-parents. Commence alors une enquête de voisinage. Quelqu'un a peut-être remarqué quelque chose de suspect. Les témoins sont interrogés et parmi ces témoins, il y a 2 voisins qui disent avoir vu Émile aux alentours de 17h15, 17h30. C'est les 2 dernières personnes à avoir aperçu Émile. Donc c'est des voisins, une personne d'une 60aine d'années et un adolescent, qui ont aperçu Émile seul, vivant, pas blessé, sur cette route qui descend vers le hameau du Vernet. Les 2 témoins sont unanimes. Ils ont vu le petit garçon vers 17h15 au niveau du lavoir, à 50 mètres à peine de la maison des grands-parents. En revanche, ils divergent sur un point. Pour l'un, il remonte la rue en direction de la cabane. Pour l'autre, il descend vers le cœur du hameau. En tout cas, ce témoignage va dans le sens des déclarations des grands-parents. Émile a échappé à leur surveillance, à leur vigilance. Il était bien seul. C'est lui, il est parti, entre guillemets, de son plein gré. Donc il n'a pas été blessé, il n'y a pas eu d'accident dans la maison. Selon ces témoignages des voisins, en tout cas, la dernière fois qu'ils ont aperçu Émile, il était vivant, en bonne santé, sur cette route. Ces 2 témoignages confirment la version des grands-parents. Alors, Émile serait-il parti seul? Si oui, quelle direction a-t-il pris au niveau du lavoir? Et que lui est-il arrivé après? 3 jours sont passés depuis le début des recherches et les battus ne donnent toujours rien. Alors, en ce début d'été, toutes les pistes sont envisagées. Et dans le village, les souvenirs refont surface. Entre légende et réalité, la nature n'a peut-être pas encore révélé tous ses secrets. Rapidement, il y a de nombreuses rumeurs et de nombreuses hypothèses qui sont avancées par les habitants eux-mêmes. Et certains évoquent la possibilité qu'un prédateur, qu'un loup, qu'un rapace ait attaqué Émile et l'ait fait disparaître, l'ait enlevé lui-même. Si ça paraît dur à croire, certains habitants, eux, s'accrochent à cette théorie. Si certains villageois y croient, c'est parce qu'ici, les montagnes regorgent de rapaces, faucons, vautours et surtout l'aigle royal, le plus dangereux de tous. 3e piste, l'attaque d'un animal sauvage. Michel Fizel est spécialiste de la faune des Alpes du Sud. D'ailleurs, il a été contacté par un habitant du Vernet, peu de temps après la disparition d'Émile, à propos de cette piste de l'aigle royal. Le 17 juillet de cette année, j'ai reçu un SMS, je vais vous le relater. Bonjour, pouvez-vous, s'il vous plaît, sans vouloir vous faire perdre du temps, me dire ce que vous pensez d'un grand spécimen d'aigle royal qui aurait pu enlever le petit Émile au Haut-Vernay. Mon père était né à Bourdeaux en 1909 et il me racontait, quand il était enfant, de tels événements. Un aigle aurait-il donc pu enlever le petit enfant? Si beaucoup y pensent, c'est parce que le rapace possède des armes redoutables. Là, on va faire ça doucement. Ça, ce sont les cerfs. C'est avec ça qu'il attrape ses proies. En général, c'est fait pour tuer. S'il vous attrape, 3 hommes n'arrivent pas à ouvrir les serres d'un aigle. C'est impossible. Michel Fizel, expert en faune sauvage. Le bec,
Lui, il reste toujours un peu dangereux, puisque avec cette pointe, c'est la dent qui leur permet de déchirer les chairs. C'est grosso modo le supraprédateur qui est en haut de la chaîne alimentaire. Et c'est bien ce super prédateur qui inquiète et qui est à l'origine des rumeurs les plus folles. Mais selon notre expert, cette hypothèse reste peu probable. Et cela pour une raison en particulier. Un aigle royal ne peut en aucun cas emmener un enfant. Il ne peut soulever que des proies qui font 3 kg, 3 kg et demi. Or, à 2 ans et demi, Émile doit peser pas moins de 15 kilos. Donc beaucoup trop lourd pour un aigle royal. Et même si le rapace avait pu le capturer, des traces de sang auraient forcément été découvertes. Lorsqu'un aigle royal attrape une proie, il va arriver au sol, ça va être très violent, il va battre des ailes, il va serrer, il va y avoir du sang, et il va essayer de traîner sa proie à l'abri des autres prédateurs. Donc il va la traîner. Ça laisse des traces. Michel Fizel est formel, la piste d'un animal sauvage ne tient pas. Alors, une nouvelle hypothèse apparaît. C'est la saison des moissons et les enquêteurs se demandent si Émile n'aurait pas pu être happé par une moissonneuse-batteuse. 4e piste, l'accident agricole. Il y a plusieurs engins agricoles, il y a plusieurs fermes, il y a plusieurs agriculteurs, il y a les moissons et derrière ces moissons, je vous garantis qu'un enfant de 2 ans et demi dans un champ de foin qui est au milieu des herbes hautes. Général François Daoust, directeur du centre de recherche de la gendarmerie. Vous êtes sur une moissonneuse-batteuse, vous ne le voyez pas. Vous ne l'entendez pas. La machine passe et l'embarque se retrouve dans une grande meule, comme on retrouve régulièrement des petits animaux ou autres pris au piège. Et là, le procureur et les enquêteurs vont demander de fouiller les ballots de paille autour du Haut-Vernay. C'est donc la saison, il y en a énormément. On dit chercher une aiguille dans une botte de foin, mais là, on y est vraiment. Les enquêteurs vont utiliser pour ça un détecteur de métaux. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Parce que il suffit d'une fermeture éclair ou d'un bouton pression ou de quelque chose de métallique pour que le détecteur de métal sonne en fait. Là encore, on ne va à rien retrouver, pas la trace du petit Émile dans ces bottes de foin. Mardi 11 juillet. Cela fait 4 jours qu'Émile a disparu. 4 jours d'angoisse pour sa famille. Et pas l'ombre d'une piste pour les enquêteurs. Les chances de retrouver Émile vivant s'amenuisent. Rémi Avon, le procureur en charge de l'affaire, prend alors une décision radicale. Ce matin, à 8h, après arrêté municipal, la zone a été bouclée et interdite d'accès à toute personne étrangère au hameau. Plus personne n'a accès au village parce que dans leur esprit, la clé est forcément dans ces quelques maisons. Et donc là, ils gèlent les lieux, ils gèlent tout le village. On demande à tous les volontaires de partir, tous ceux qui ont aidé. Virginie Selvetti, journaliste. De bien vouloir maintenant laisser les gendarmes mener leurs investigations. Au village du Vernay, où l'ambiance est déjà lourde, l'angoisse est à son comble. Les bénévoles ont du mal à stopper les recherches. C'est atroce de ne pas savoir où il est, ce qui lui est arrivé, s'il est toujours en vie. C'est le pire qui peut arriver, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui vont continuer quand même à chercher de leur côté, quoi. C'est quelque chose d'impensable, quoi. D'impensable. Donc on croise les doigts et on espère qu'il y aura une issue favorable, quoi. Après 3 jours de recherche dans toutes les directions, les gendarmes changent de stratégie. Et ils commencent par des opérations plus ciblées. L'enquête repart à zéro. La zone devient pratiquement une scène de crime. Jacques Morel, ancien général de la gendarmerie. Géolocalisation de tous les portables qui se trouvaient à proximité, les accès par les villages d'avant où il y a de la vidéosurveillance. Les gendarmes font aussi intervenir une nouvelle brigade cynophile, avec cette fois-ci des Saint-Hubert, des chiens au pouvoir olfactif supérieur aux autres races. Ces chiens sont des chiens de piste formidables. Leur capacité
c'est capter les molécules odorantes qui se sont fixées sur le sol et sur la végétation. Et lorsque on se déplace, on laisse derrière nous une traînée de molécules. Et toutes ces molécules odorantes vont se poser et vont faire une piste et laisser une trace odorante pour le chien. Et le Saint-Hubert va les marquer comme ça. Le chien Saint-Hubert va évidemment renifler l'odeur de l'enfant dans la maison. Et puis, il va suivre sa trace sur cette petite route qui mène au centre du hameau du Haut-Vernay. Maureen Bajac, journaliste police-justice à TF1. C'est quelques dizaines de mètres. Là, il marque le long de cette route jusqu'à s'arrêter à proximité d'un lavoir, d'un petit lavoir traditionnel. Et là, le chien perd subitement sa trace. C'est justement au niveau de ce lavoir que les 2 témoins ont déclaré avoir vu Émile à 17h15. Et c'est là que le marquage des chiens s'arrête brutalement. Émile se serait donc volatilisé à cet endroit. Après l'hypothèse de la disparition en montagne, d'un éventuel drame familial, d'un accident ou de l'attaque d'un rapace, c'est un nouveau scénario qui se dessine. Une 5e piste voit le jour, l'enlèvement. L'enquête vient de prendre un nouveau tournant. Est-ce qu'il a été enlevé par une voiture? Est-ce qu'il a été récupéré? On ne sait pas, mais c'est très bizarre, c'est très étrange qu'il ait pu subitement disparaître à cet endroit-là et que le chien perde totalement sa trace. Donc là, toutes les cartes sont à nouveau rabattues. Ça veut dire une chose, ça veut dire que le petit garçon n'a pas disparu par l'opération du Saint-Esprit à ce moment-là. Ça veut dire que probablement, possiblement, il a été pris dans un véhicule. Les gendarmes se concentrent désormais sur la piste d'un éventuel ravisseur. Mais très vite, ils se heurtent à des interrogations. Par où serait-il passé ? C'est une hypothèse qui est probable. Maintenant, ça paraît curieux qu'en plein jour, dans un petit village où tout le monde se connaît, personne n'ait rien remarqué. L'enfant aurait crié, se serait peut-être débattu sur une présence inconnue. Pourquoi personne n'a rien vu, rien entendu? S'il y a vraiment eu un enlèvement, ça paraît complètement fou. Et c'est sans compter sur la configuration des lieux. Dans le hameau, la route principale se termine en cul-de-sac. Pour en sortir, le ravisseur aurait donc dû faire demi-tour et retraverser tout le village. Difficile dans ce cas de passer inaperçu. Seule solution pour rester discret, emprunter un chemin forestier qui part sur l'autre flanc du hameau. Mais il n'est pas facile d'accès. Il n'y a effectivement qu'une seule route goudronnée, celle qui part du Bas-Vernay et qui serpente sur 2 km, mais il y a de l'autre côté du village Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective. Une route qui redescend de l'autre côté du col, mais non goudronnée, mais qui est accessible en voiture. Donc on peut imaginer que quelqu'un qui aurait voulu commettre un acte malveillant, que ce soit dans le village ou contre la famille d'Émile directement, ait emprunté ce chemin-là pour être moins visible. Quelqu'un aurait donc pu enlever Émile sans éveiller les soupçons. Les enquêteurs prennent au sérieux cette piste. L'urgence est donc maintenant de répertorier tous les portables qui ont borné au Vernay au moment de la disparition. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans ce genre d'enquête pour comprendre qui était présent dans la zone au moment de la disparition d'Émile. Les investigations ont permis d'établir qu'il y avait eu environ 1600 communications ou échanges téléphoniques par les bornages qui ont été faits dans le secteur du Haut-Vernay. Et donc là, les enquêteurs en sont à prendre toute cette masse d'informations et à les passer dans un logiciel qui s'appelle Anacrime. Anacrime, c'est le logiciel qui permet notamment de faire le lien entre les personnes qui ont borné à cet endroit et celles déjà fichées. L'enquête entre maintenant dans une phase technique. Elle risque de durer longtemps. En attendant, la disparition d'Émile reste une énigme. Les habitants du Vernay, eux, ont l'impression que le sort s'acharne, car le village a déjà vécu un drame 8 ans plus tôt. Souvenez-vous, c'était en mars 2015. Un avion de la compagnie Germanwings s'écrase dans la montagne. Son pilote s'est suicidé avec 150 personnes à bord.
L'avion s'est crashé dans une zone très difficile d'accès, au cœur du massif des Trois Évêchés. Un dispositif exceptionnel a été déployé dans cette petite commune de montagne, située à 10 km des lieux du drame. Donc de revivre ça, de revoir des journalistes revenir, c'est difficile pour eux de vivre à nouveau cette ébullition médiatique qui les a déjà beaucoup marqués. Et ces deux drames épouvantables qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, à quelques années d'intervalle, ça interroge. Et ça alimente évidemment la machine à fantasmes. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. On se demande s'il n'y a pas une malédiction qui a frappé ce petit village du sud des Alpes. Si le village du Vernet reste traumatisé par ce crash, aujourd'hui, c'est la disparition d'Émile qui hante les esprits. Fin août 2023. Cela fait maintenant 1 mois et demi que les enquêteurs ont tout exploré. Alors les gendarmes se focalisent de nouveau sur la famille. Car un fait troublant remonte à la surface. Survient l'idée d'une dernière piste, la vengeance. Il y a un point qui est très intriguant, moi je trouve, dans ce dossier, c'est ce qui concerne le hameau du Boulard. Le Boulard, c'est un tout petit village situé en haut d'une colline très difficile d'accès. Si on n'a pas de 4x4, c'est presque impossible d'y accéder. Ce hameau, perché en haut d'une montagne, se situe à seulement 12 km du Vernet. Et c'est un lieu marqué par une histoire étroitement liée à la famille d'Émile. L'histoire entre la famille d'Émile et ce village commence dans les années 60, quand l'arrière-grand-père d'Émile, avec des copains à lui, décide d'acheter toutes les maisons de ce hameau. Les arrière-grands-parents d'Émile et leurs amis en font leur lieu de vacances, un endroit où ils aiment venir ensemble. Interrogés, des anciens du hameau expliquent que dans les années 60, tous partageaient les mêmes convictions religieuses et politiques. Et il faut savoir que la famille d'Émile est très impliquée politiquement. Et en s'installant dans ce hameau, ils ont voulu créer comme une sorte d'utopie, c'est-à-dire de vivre entre eux. Ils ont l'impression d'être en haut, en fait, un peu sur leur colline, à l'abri des envahisseurs, quoi, si on se met un peu dans leur tête. Ces gens-là se retrouvaient l'été venu pour être loin de la civilisation, loin des éventuelles influences étrangères, pour vivre selon leurs préceptes. Les différentes familles se rejoignent pour les vacances, à l'écart du reste du monde, et dans la plus grande discrétion. Entre la fin des années 60, début des années 70 et 2019, tout se passe bien dans ce petit hameau. Virginie Selvetti, journaliste. Jusqu'au jour où, la nuit du 22 mars au 23 mars 2019, un incendie ravage la moitié de ce hameau. On est 4 ans avant les faits, et donc il y a eu 3 des maisons de ce hameau qui en compte 5 qui ont été détruites par un ou plusieurs incendies d'origine criminelle. La maison de l'arrière-grand-père a été très légèrement touchée par les flammes. C'est d'ailleurs une des seules qui est restée sur pied. Malgré une enquête qui a été assez longue, on n'a jamais réussi à identifier le ou les auteurs de ces incendies criminels. Mais avec la disparition d'Émile, les gendarmes se penchent de nouveau sur cette histoire d'incendie. Serait-il possible qu'il existe un lien entre les deux affaires ? Les enquêteurs ont appris, en interrogeant les habitants, qu'il y avait eu des discordes entre les habitants de ce hameau. Et on se demande si la famille, une partie de la famille, n'est pas au cœur de tensions, de querelles, et ne serait pas victime de représailles. La famille d'Émile aurait-elle pu se retrouver au cœur d'une histoire de vengeance ? Possible. D'autant qu'en s'intéressant aux parents d'Émile, les gendarmes découvrent qu'eux aussi, comme le reste de la famille, évoluent dans une mouvance très marquée à droite de l'échiquier politique. Évidemment, c'est aussi une des pistes quand on cherche s'ils ont eu des ennemis. Les enquêteurs comprennent tout de suite qu'ils sont face à un couple qui est très engagé politiquement. Mathieu Fourquet, journaliste au Nouveau Détective. Et dans ces milieux-là, dans ces milieux d'activistes, il n'est pas rare qu'il y ait des histoires de vengeance.
Donc ça ouvre aussi une piste très importante pour les enquêteurs. Ils vont évidemment aussi être interrogés sur ça. Maureen Bajac, journaliste police-justice à TF1. En disant que c'est leur passé, que ça appartient à leur passé. Mais à ce jour, aucun lien entre leurs convictions et la disparition de leur enfant ne peut être établi. Après 2 mois d'enquête, toutes les pistes restent en suspens. L'accident, le drame familial, l'enlèvement ou la vengeance. À ce jour, le mystère reste entier. Et la famille semble s'être murée dans le silence. Pourtant, le 29 août 2023, 2 mois après la disparition d'Émile, coup de théâtre. Les parents se décident soudain à parler. Ils choisissent de s'adresser à Samuel Pruvot, grand reporter au magazine Famille chrétienne. Voici le récit des coulisses de son interview avec Marie et Colomban. Il est le seul journaliste à avoir rencontré la famille. C'est un dimanche, il y a un numéro qui vient sur mon portable que je ne connais pas. C'est une voix jeune, en fait, une jeune femme. Et elle me dit, je suis la maman d'Émile. On a bien réfléchi, on va sortir du silence. Et on a choisi Famille chrétienne. Et en regardant Famille chrétienne, on a pensé que vous étiez la bonne personne. Samuel Pruvot, grand reporter à Famille chrétienne. Et après, j'ai appelé ma direction en disant, là, il y a quelque chose d'énorme qui va arriver. Qu'est-ce qu'on fait ? Samuel Pruvot part à leur rencontre. Il va être le premier, et aujourd'hui le seul, à recueillir leurs témoignages. Dès le lendemain, il arrive au hameau. L'émotion est palpable. Il est accueilli dans la cuisine, où toute la famille se tient autour de la table, unie dans la douleur. Mais moi, j'ai vu leur visage, j'ai vu leur dignité, et ça, j'oublierai jamais. Et ce qui m'a aussi beaucoup frappé et ému, c'est de voir cette famille qui reste soudée et unie dans un tel drame. Si aujourd'hui la famille a souhaité sortir du silence, c'est parce qu'elle s'est sentie salie et pointée du doigt par certains médias. Alors, elle tient à donner sa version. Dans l'interview, on avait convenu justement qu'il fallait rétablir peut-être certaines vérités. Et on s'est dit, bon, s'ils aiment le latin, c'est qu'ils sont tradis. S'ils sont tradis, c'est qu'ils sont intégristes. S'ils sont intégristes, c'est qu'ils sont de droite. S'ils sont à droite, ils sont très à droite. S'ils sont très à droite, ils sont fascistes. Et après, effectivement, dans ce silence, tout peut être dit, tout peut être imaginé. Donc là c'est quand même pas acceptable de faire cet amalgame. C'est vrai qu'ils sont tradis, c'est vrai qu'ils chantent des chants en latin, mais jusqu'à preuve du contraire, ils sont dans l'Église catholique. Un membre de la famille a d'ailleurs déclaré à la presse « On est catho, de droite, et alors ?» Pour les parents d'Émile, leur croyance et leur engagement politique ne doivent pas venir brouiller les pistes. Face à Samuel Pruvot, ils ont aussi souhaité transmettre un message au public. Il y avait un sujet qui leur tenait à cœur et qui était finalement la raison profonde de l'interview, qui était de dire merci. Ils ont tellement été impressionnés par la mobilisation des Français sur place. Il fallait que publiquement, ils puissent dire merci à tous ceux qui les avaient soutenus. Après 2 mois et demi de recherche, tous les scénarios sont encore envisagés. Accident, homicide, kidnapping. L'affaire vient d'être élargie aux faits criminels d'enlèvement et séquestration. Alors, Émile a-t-il été la proie d'un prédateur ? Sur le terrain, les investigations se poursuivent au hameau du Haut-Vernay, en quête du moindre indice. Et le 12 septembre, un nouveau rebondissement fait la une. Un mot de l'actualité judiciaire. Les gendarmes ont procédé aujourd'hui à de nouvelles fouilles dans le village du Haut-Vernay où a disparu Émile, âgé de 2 ans et demi, il y a 2 mois. Les gendarmes équipés de marteaux-piqueurs ont détruit une dalle en béton. Ils n'ont trouvé aucun élément susceptible de faire avancer l'enquête. Encore une fausse piste pour les gendarmes. Peut-on espérer retrouver Émile ? Saura-t-on un jour ce qui lui est arrivé ce 8 juillet ? Pour l'instant, le mystère reste entier. Aujourd'hui, les parents d'Émile souhaitent avoir des réponses. Ils imaginent le pire,
Mais ils gardent une lueur d'espoir qui les tient en vie. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.